Et dans le cadre de cet espace, on essaiera de mettre beaucoup plus l'accent sur le projet Grand Inga, bien évidemment. Mais déjà, par rapport à ces sujets, pour moi, il y a 3 questions que j'aimerais bien aborder ici, dont la première est en rapport avec, tout d'abord, pourquoi le gouvernement cherche à cacher les informations liées à tous ces grands projets d'infrastructure, parce que c'est là pourquoi on veut cacher, alors que on dit qu'il faut le rendre public, alors qu'il y a des outils au niveau international, plus ou moins au niveau national aussi, qui essayent de promouvoir l'accès pour tous à l'information. Déjà ici, on a parlé spécifiquement pour le plan interne de la Constitution dans son article 24 qui garantit l'accès pour tous à l'information. Mais pourquoi on doit continuer à garder les informations sans être publiées? Et donc, par rapport à cette question-là, je pense qu'il y a plusieurs raisons que tous on peut connaître, mais je voudrais évoquer quelques-unes, dont notamment la protection des intérêts économiques. Je pense que demain, M. Justin Mobomi pourra davantage revenir surtout sur ces aspects économiques en ce qui concerne le PPP. Il a tout de suite mentionné, ou dans l'avant-midi, il avait mentionné de quelques annexes, par exemple, financières surtout, qui obligent ces contrats de ne pas être publiés. Et ça sont des négociations qui se font généralement entre ces entreprises ou ces acteurs privés qui signent des contrats avec le public, surtout quand on sait que ces contrats ont des contours négatifs, où ils sont beaucoup plus à l'avantage de quelques acteurs. Et donc, une des clauses de ces contrats est qu'ils ne doivent pas être publiés pour protéger bien évidemment ces intérêts-là économiques. On a eu à faire une analyse par le passé, par exemple du dernier, je voulais parler de FFI, malheureusement ce n'est plus le dernier, je voulais dire le dernier contrat ou accord qui était signé autour du projet Inga, mais les choses ont évolué encore très rapidement. Mais je parlais bien évidemment du contrat, on appelle ça pratiquement un MOU, hein, accord autour du projet Grand Inga entre le gouvernement congolais et l'entreprise australienne. En lisant cet accord, on a découvert qu'il y avait vraiment des dispositions qui mettaient en difficulté, qui pourraient mettre en difficulté le gouvernement congolais, par exemple, où on dit qu'il faut garder l'exclusivité du site d'Inga à l'entreprise australienne. Je ne sais pas si on se rappelle de la petite histoire de Bukanga Lonzo, qui était aussi sous ce mode d'exclusivité. Qui ont été proposés, on dit toujours qu'ils ont des différences, mais ils ont un seul point commun, c'est le fait que tout le monde veut que ces projets soient développés sous le mode de partenariat public-privé. Alors, ces modes de partenariat, donc je disais que depuis la relance du projet Grand Inga en septembre 2013 jusqu'à ce jour, les projets pataugent. On ne sait pas qui va développer ce projet. Déjà 4 formats de développement de ce projet ont été proposés. Format issu des études financées par la BAD et la Banque mondiale, qu'on appelle EDIRA. Les formats proposés par les consortiums signaux espagnols. Les formats proposés par Fortescue Future Industry. Et le dernier format qui est proposé par Nosfell. Quoi qu'il est différent, je disais, sur le budget, les produits, les clients, la répartition de l'énergie, tous ces formats ont un point commun. Tous sont d'accord que le développement de ce projet se fasse par les partenariats publics-privés. Sous le régime de Joseph Kabila, on a signé un accord, mais le président Tshisekedi a remis cet accord en cause et en a signé un autre. On signe avec pompe avec FFI
Puis on remet en cause la convention. Et maintenant, on a signé avec Nosfel. Les premières estimations de l'énergie produite étaient à 7800. Si vous mettez Inga 3 basse chute et Inga 3 haute chute, puis c'est allé à 11 050, la version de construction sino-espagnole. Aujourd'hui, on parle de nouveau de 7000 MW avec l'entreprise nigériane Nosfel. La Banque mondiale avait quitté le projet. Aujourd'hui, elle est revenue avec force. Bref, c'est un éternel recommencement. La Banque mondiale est revenue dans le projet, mais il revient en apportant une certaine confusion. La confusion vient de la stratégie du gouvernement que la Banque mondiale veut accompagner. Cette stratégie comprend 2 fondations et 5 piliers. Dans la fondation, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé les local content, que nous avons vu beaucoup dans le projet Fortitude Future Industry, et la bonne gouvernance, c'est-à-dire les efforts qu'on doit, le gouvernement congolais doit faire pour qu'il puisse quand même arranger sa façon de gérer les affaires publiques. Les piliers, il y a 5 piliers. Le premier pilier, la stratégie du gouvernement est d'accroître l'accès des Congolais à l'énergie. Le gouvernement dit que ce n'est pas normal de développer un si grand projet et de laisser tout partir pendant que nos populations n'ont pas accès à l'énergie. Donc, si nous faisons ces projets, nous devons profiter de ces projets aussi pour accroître l'accès des Congolais à l'énergie. De repenser les projets Grand Inga. Avant, le projet Grand Inga a été pensé essentiellement comme projet devant servir l'industrie minière du Katanga et exporter de l'énergie. Cette fois-ci, le gouvernement dit non, nous devons repenser. L'énergie ne sera pas... on ne va pas viser seulement l'industrie minière, mais il faut que les populations du pays, notamment les populations du Congo central, qui est la province qui accueille le projet, puissent en tirer profit. Et au lieu simplement de s'occuper de l'industrie minière du Katanga, on va aussi développer l'industrie minière du Congo central. Peut-être que vous le savez, le Congo central, c'est aussi une province qui a un sous-sol riche en minerais. Alors, c'est une opportunité qu'on puisse développer les mines aussi du Congo central pour que les projets puissent aider à ce qu'on puisse créer des emplois et des valeurs ajoutées. Troisième pilier, c'est résoudre les déficits énergétiques de l'industrie minière. C'est un problème qui date. Aujourd'hui, au Bas-Mont, on parle de 2000 mégawatts de déficit au niveau de l'industrie du Katanga. On dit oui, si nous avons résolu ce problème-là, les 3 piliers-là, c'est à ce moment-là qu'on peut dire, bon, maintenant, nous pouvons regarder aussi l'industrie minière de Katanga pour servir ou bien résoudre les problèmes de déficit. 4e pilier, infrastructure de connectivité. C'est-à-dire, en dehors de l'électricité, ça peut apporter aussi le développement. Tout autant sur le plan local que sur le plan national. Et pour y arriver, il faut créer des autoroutes, fibres optiques, les routes, les ponts. Donc, tout un programme de développement dans ce qu'on appelle ici infrastructure de connectivité. Dernier pilier, c'est alors qu'on va exporter de l'énergie. Et dans l'idée d'exporter de l'énergie, il y a déjà l'Afrique du Sud. De la RDC. Ainsi, le projet Grand Inga, la Banque mondiale, la CORAP, International Reverse, tous étaient contre le projet Grand Inga. Malheureusement, moi, à l'époque,
déjà, j'étais secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Je suis allé à Washington. J'ai rencontré le président et le vice-président Diop, un Sénégalais, qui est le président de l'IFC aujourd'hui, pour leur demander l'assistance pour commencer à préparer INGA. Parce que nous avions déjà, au niveau du PAC à Brazzaville, obtenu le financement de l'Union européenne et de USAID pour faire le schéma directeur du développement du marché électrique de l'Afrique centrale. Et cette étude est allée au-delà. Nous avons demandé de faire une autre étude sur l'opportunité ou pas de réaliser le projet Grand Inga dans les années 2015, 2020 ou plus tard. Et cette étude avait démontré que c'était plus qu'opportun de faire le projet INGA, surtout INGA 3. J'avais quelques conseillers européens, dont un Suisse, qui m'avait conseillé de ne pas parler du projet Grand INGA et de ne parler que du projet INGA 3. Parce que quand on parlait du projet Grand INGA, les gens avaient en tête les affirmations des ONG, là, Kinshasa inondé, dette et tout ça, le coût très élevé et tout ça. Et à partir de 2010, on a arrêté de parler du projet Grand INGA. On ne parle que du projet INGA 3. Le sujet qu'on m'a demandé est simple, mais la réponse est là. Les avantages et les inconvénients du retour de la Banque mondiale dans l'appui du projet Grand INGA. Je n'ai pas voulu changer le titre. Si on parle du retour, c'est qu'il y a eu un départ. C'est qu'il y a eu aussi une présence. La Banque mondiale est entrée dans le projet Grand INGA presque 15 ans après. Moi-même, j'avais rencontré le président de la Banque mondiale. Et il était avec son assistant, je vous ai dit, M. Diop. C'était M. Jung, un Coréen, et puis Diop, un Sénégalais. J'étais accompagné de mon secrétaire, M. Eugène, qui est encore à Dépit, et de l'ingénieur Ibalanke, ceux qui connaissent Conrad Ibalanke. Ils nous ont bien reçus, il y avait même un petit déjeuner, tout. À la fin, le président me dit, Monsieur Kapange, j'ai une fiche sur vous. Je sais que vous êtes passionné de l'énergie, particulièrement de INGA. Mais je vais vous décevoir. La Banque mondiale ne financera jamais le projet INGA 3. Donc, ce n'est pas la peine de perdre votre temps ici. Alors, je ne lui ai pas demandé des explications. J'ai dit oui, je voulais entendre ça de votre bouche, parce que je suis venu pour ça. Mais je vais vous dire, monsieur, que INGA se fera avec ou sans la Banque mondiale. Et ça l'a surpris un peu. Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, je répète, j'ai pris bonne note et acte de ce que vous avez dit. Par rapport au cas que les amis qui connaissent ont présenté. Oui, papa qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, aujourd'hui, demain ou après-demain, INGA se fera. Il dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je lui ai dit, vous me donnez combien de minutes? Vous pouvez parler, je vous ai accordé cette heure. Et c'est ce que je vais vous dire ici. INGA se fera. La première raison, INGA est un site
qui a été créé par Dieu. On vous a dit dans ma bibliographie, en 2010, oui, le Seigneur m'a donné l'opportunité de réaliser des études et de construire une microcentrale hydroélectrique. Le canal d'Amené, c'est à peu près 32 mètres. J'ai dit, aucun garçon, les maçons vont travailler, mais le canal creusé, ce sont les femmes. Ce sont les femmes, avec ma femme, qui ont creusé pendant 3 mois le canal d'Amené. C'est pour ça que, pour parler de ma femme, elle a été partout.